Il faut dire que durant ces 8 dernières années, beaucoup d'interventions ont été menées en faveur des cibles de l'action sociale. Je voudrais revenir rapidement sur les actions phares et les cataloguer par rapport donc aux différents domaines d'intervention de notre ministère. En commençant donc par le domaine de la protection de l'enfant, je voudrais rapidement revenir déjà sur, je dirais, le renforcement de l'assainissement donc des centres d'accueil et de protection de l'enfant à travers la prise donc du décret qui fixe les modalités de création des centres d'accueil et de protection de l'enfant en République du Bénin, décret pris donc en février 2022. Nous pouvons également relever aussi à ce niveau un décret également qui a été pris pour installer le cadre réglementaire dans lequel les haltes garderies, des structures qui accueillent les petits-enfants, pourraient être mises en place dans notre pays. Je voudrais également souligner aussi que dans ce registre, qu'il y a une plateforme que notre ministère a mise en place, une plateforme numérique en ligne qui permet aujourd'hui à ces centres d'accueil ou bien aux structures, aux promoteurs voulant mettre en place ces structures que nous appelons les structures familiales de remplacement, de pouvoir donc aller sur ce site-là, cette plateforme, et donc de pouvoir faire le travail nécessaire pour soumettre leur dossier à la commission qui est appelée donc à siéger pour les valider. Toujours par rapport au registre relatif à la protection de l'enfant, je voudrais également revenir sur la mise en place d'une ligne de dénonciation des cas d'abus de violence exercés à l'encontre des enfants, la ligne d'assistance aux enfants, la ligne 138. Également, donc, c'est des acquis à mettre à l'actif du gouvernement en place. Au niveau du département de Plateau, nous avons travaillé de commun accord avec le préfet à pouvoir sortir 2 arrêtés. Un arrêté qui régit les questions relatives au bruit ou à l'installation de tout ce qui est de nature à produire des nuisances sonores à l'abord des établissements scolaires. Nous avons sorti un arrêté par rapport à ça. Nous avons également sorti un arrêté qui régule un peu l'utilisation de la main-d'œuvre infantile dans les bars et les restaurants pour éviter tout ce qui est déviance, pour davantage renforcer la protection de l'enfant. Lorsque je tombe sur le domaine de la promotion de la femme et du genre, je voudrais mettre en lumière donc la plateforme numérique relative au compendium de compétences. C'est une plateforme qui permet de répertorier toutes les compétences féminines, quels que soient les domaines d'intervention, pour davantage valoriser la femme. Je voudrais aussi mettre en lumière l'institutionnalisation de l'Institut national de la femme, aujourd'hui qui apparaît comme l'institut qui est appelé à fédérer toutes les initiatives de promotion et de protection du respect des droits de la femme dans tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle. Aujourd'hui, l'Institut national de la femme apparaît comme l'instrument majeur de la volonté du gouvernement de promouvoir la femme et de lutter contre les violences basées sur le genre. Donc, c'est aussi à mettre au crédit du gouvernement. Je voudrais aussi insister sur l'opérationnalisation du programme d'appui à l'égalité du genre, qui est un programme que notre ministère pilote avec le financement de la coopération suisse. Programme à partir duquel nous avons commencé par installer, je dirais, les comités postes, les comités qui regroupent un certain nombre d'acteurs impliqués dans la lutte contre les VBG au niveau départemental et au niveau communal. Je voudrais également insister aussi sur la mise en place des comités Les Hommes s'engagent. C'est à travers ce programme également que ces comités sont mis en place. Ce sont des comités qui, comme le nom l'indique, regroupent des hommes qui ont été retenus par rapport à un certain nombre de critères qui ont été capacités et qui constituent un peu comme des modèles qui doivent sensibiliser le père par rapport à la question de la lutte contre les violences basées sur les genres, parce que les enquêtes ont démontré que ce sont les hommes qui sont prioritairement acteurs des violences exercées contre les femmes. Et donc, on ne peut pas réussir la lutte si on n'implique pas les hommes dans ces stratégies. Et donc, le programme PAEG a contribué donc à la mise en place de ces instances. Et le département de Plateau également en bénéficie. Je voudrais aussi souligner, je dirais, l'actualisation du document de procédure opérationnelle standardisée. C'est un document qui décrit un peu les normes, d'accord, en matière de procédure de prise en charge des VBG par secteur, parce que la lutte contre les VBG ou la prise en charge des victimes, c'est une approche holistique, c'est une approche multisectorielle qui implique beaucoup d'acteurs. Ce document a été révisé aujourd'hui et permet donc à tous les acteurs, la police, la santé, les affaires sociales, les ONG, de savoir quelle est leur partition qu'ils doivent jouer pour vraiment accompagner efficacement la lutte contre les VBG et promouvoir vraiment le respect des droits de la femme.
Je voudrais aussi insister, toujours dans la rubrique de la promotion de la femme du genre, sur la prise de l'arrêté interministériel qui fixe les conditions de délivrance du certificat médical. Parce que lorsqu'on parle des violences basées sur le genre, l'une des pièces maîtresses pour conduire à bien le processus judiciaire pour rétablir les victimes dans leurs droits, c'est le certificat médical. Et par le passé, beaucoup de difficultés ont entouré donc, je dirais la délivrance de ce certificat médical aux victimes. Et donc un arrêté conjoint pris par le ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé a décrit maintenant les possibilités qui s'offrent aux victimes à travers donc, les réquisitions que les commissaires de police peuvent adresser aux gynécologues, aux médecins agréés pour qu'ils puissent faciliter donc, la délivrance à titre gratuit de ces certificats médicaux pour accompagner donc, la procédure judiciaire en faveur donc, des femmes victimes et suivantes de VBG. Donc tout ceci, c'est à mettre au crédit du gouvernement par rapport donc, à la lutte contre les VBG. Je voudrais enchaîner pour revenir maintenant sur, je dirais, tout ce qui a été fait au plan juridique et réglementaire, a commencé donc par la trilogie de 3 lois qui ont été prises en 2021. Il y a d'abord la loi, et la plupart de ces lois ont été prises en décembre 2021. La première loi concerne par exemple les infractions commises à raison de sexe et la répression, la répression des infractions commises à raison de sexe, de la protection des femmes en République du Bénin. C'est une loi majeure qui réprime aujourd'hui donc certains types de violences exercées contre les femmes, comme le mariage forcé, les femmes et les filles, comme le mariage forcé, le viol, les agressions et beaucoup d'autres choses. Et le harcèlement également, c'est cette loi qui aujourd'hui réprime tout ce que les enseignants pourraient être amenés à commettre comme impair à l'encontre de leurs apprenants en milieu scolaire. Donc la criette peut être saisie pour certains cas de violence spécifiques enregistrés contre les jeunes filles de moins de 13 ans et autres, tout ça. Donc c'est une loi majeure qui vient renforcer l'arsenal juridique en faveur de la protection des droits de la femme. Je voudrais également dans ce registre aussi revenir sur la loi modificative de la loi relative à la santé sexuelle et reproductive. C'est une loi, la loi portant SSR a été votée en 2003 et a été retouchée par rapport à certains aspects pour faciliter donc les questions d'avortement sécurisé. On n'aura pas l'occasion d'aller dans les détails par rapport au contenu de cette loi, mais c'est une loi majeure également qu'il faudrait relever. Et j'avais parlé d'une trilogie. La troisième loi également, c'est la loi qui a modifié le code des personnes de la famille et qui donne aussi certains avantages spécifiques à la femme par rapport donc à certains constats qu'on notait donc dans la loi préexistante, la loi portant code des personnes de la famille qui a été retouchée en certaines de ces dispositions. Au-delà donc de cette trilogie, on pourrait également revenir sur la loi 2017. Ça, c'est une avancée majeure par rapport à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Cette loi a été votée en 2017, en septembre 2017, et les décrets d'application ont été pris en 2003, 5 décrets d'application qui balaient tout ce qui est mesures préférentielles prises par le gouvernement pour vraiment rétablir les personnes handicapées dans leurs droits et faire d'elles des personnes à part entière, non des personnes entièrement à part qui puissent vraiment contribuer au développement de leur pays. On n'aura également pas l'occasion de revenir sur le contenu de ces 5 décrets, mais il faut d'abord que ces décrets balayent tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la formation, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, tout ce qui concerne des mesures d'exonération de tout ce qui est matériel, appareillage au profit de ces catégories de personnes. Donc les décrets balayent tout ceci. Il y a également des arrêtés ministériels, des arrêtés que notre ministère a pris dans la droite ligne de l'application de ces décrets qui viennent renforcer donc le cadre réglementaire par rapport à la jouissance des mesures préférentielles prises par le gouvernement en faveur des personnes handicapées. Je voudrais finir, si vous le permettez, pour évoquer maintenant les projets phares inscrits dans le portefeuille du MASM au niveau du programme d'action du gouvernement. Je vais commencer d'abord par le projet H. Actuellement, le projet H, à travers ses 4 composantes, est mis en œuvre. Je dirais que c'est seulement la composante retraite qui n'est pas encore entrée dans sa phase active, sinon la phase assurance maladie est déjà effective, même dans le département du Plateau. Toutes les communes sont couvertes, plus de 70 000 cartes biométriques ont été distribuées aux pauvres extrêmes qui vont dans les formations sanitaires pour bénéficier des soins de santé. Il y a le volet, donc, qu'on appelle formation, qui est en cours dans certaines zones pilotes, dans certaines communes pilotes.
le département du plateau ne fait pas encore partie de cette zone pilote. Il y a aussi également le volet crédit pour ces artisans qui ont su la formation H. Ils ont la possibilité de bénéficier donc de financement pour acheter des équipements et tout ce qui pourra leur permettre donc de pouvoir renforcer leur employabilité pour être beaucoup plus, je dirais, efficace et beaucoup plus compétitif sur le terrain. Si je laisse de côté le projet H, je vais aborder le programme de microcrédit à l'AFIA. Et là également, beaucoup de choses intéressantes se font. Aujourd'hui, la microfinance digitalisée à travers donc, la stratégie d'inclusion financière est une réalité dans le département du Plateau. Depuis que le programme a commencé, plus de 24 000 bénéficiaires ont été déjà impactés pour un montant global qui s'élève déjà à plus de 1 347 995 000 francs au 1er mars 2024. Donc c'est sûr qu'à la date d'aujourd'hui, les statistiques auraient également évolué par rapport donc, à ce programme. Je voudrais aussi enchaîner avec le projet SWED, projet d'autonomisation économique de dividendes démographiques au Sahel, à travers lesquels un peu moins de 2000 filles vulnérables dans le département du Plateau ont bénéficié de kits scolaires et de transferts monétaires pour assurer vraiment leur quotidien. Il y a également les espaces sûrs qui fonctionnent à travers donc, les compétences de vie. Et on renforce les capacités donc, des jeunes filles déscolarisées de 10 à 24 ans pour leur permettre vraiment d'être des femmes accomplies, pouvant vraiment, je dirais, participer pleinement donc, au développement de leur localité. Il y a aussi le volet autonomisation de ce sous-projet, du projet SWED, qui permet également à ce que plusieurs jeunes filles qui ont reçu des formations alternatives, formations professionnelles, donc de bénéficier d'équipements, de kits d'installation et de pouvoir exercer des activités par rapport à l'élevage, par rapport à la fabrication, à la transformation des produits agroalimentaires, etc. Je voudrais me permettre aussi de faire un focus sur le dernier des programmes gouvernementaux dans le département, le programme Besoké, qui permettra donc, je dirais, de renforcer les capacités techniques des structures opérationnelles, la mutation d'abord des CPS en guichet unique de protection sociale à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures de protection sociale. Dans le département du Plateau, 3 communes sont concernées par la première phase, les communes d'Adjawere, de Kobé et de Sakété. Et cette année 2024 déjà, les communes d'Adjawere et de Kobé verront donc ces infrastructures, les GUPS, construits. Ça, c'est déjà une certitude. Parce que pas plus tard qu'hier, il y a encore une mission qui était sur le terrain pour apprécier les sites qui ont été retenus, mis à disposition par les mairies pour que ces infrastructures puissent sortir bientôt de terre. Au-delà de cet aspect, de cette composante du programme Besoké, il y a également le volet qui concerne les transferts monétaires qui doivent être orientés vers les pauvres extrêmes. Et dans le département du Plateau, nous avons près de 9 505 pauvres extrêmes qui seront directement impactés par des transferts monétaires périodiques. C'est les ressources financières qui seront mises à leur disposition pour leur permettre donc de subvenir à leurs besoins et de mener également les activités génératrices de revenus. Il y aura également une phase qui concernera donc le renforcement de la résilience des populations par rapport donc à tout ce qui est choc covariant, les inondations et autres, tout ça. Et donc, il y a cette partie donc du programme qui est également prévue pour impacter donc les populations dans lesquelles on observe donc ces cas de sinistres qui mettent à mal vraiment le bien-être communautaire. Donc voilà, pour faire un peu, pour ramasser un peu l'essentiel donc de ce que le gouvernement est en train de faire en faveur donc de nos populations depuis 2016. Et lorsque le second mandat du chef de l'État a été placé sous le signe de hautement social, il y a vraiment des indicateurs qui prouvent, qui montrent à suffisance que ce ne sont pas des vœux pieux, mais c'est une réalité concrète que les populations vivent au quotidien. On n'aura pas suffisamment le temps d'aller au fond, d'aller dans les détails, mais il faudrait retenir quand même que le ministère des Affaires sociales, de la microfinance, qui est, je dirais, le bras opérationnel du gouvernement en matière du social, est vraiment en chantier. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, il y a beaucoup de programmes qui sont en cours, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et, in fine, c'est que tout ceci devrait permettre que le pilier 3 du programme d'action du gouvernement et l'axe stratégique 6 puisse vraiment être une réalité, améliorer le bien-être des populations, donc renforcer le système de protection sociale et les services sociaux de base. Ce sont vraiment les éléments, les leviers essentiels sur lesquels les différents projets, programmes que j'ai cités s'appuient pour offrir de nouvelles perspectives aux populations béninoises et particulièrement celles du plateau.